Bonsoir. Je sais qu'il peut y avoir un petit décalage entre le moment où ça met que je suis en live. Alors du coup, je vais laisser un peu le temps aux gens d'arriver. Avec une petite musique égyptienne en fond. Bonsoir. Salut Aurélie. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Très contente de vous retrouver en ce dimanche soir. Je vais juste attendre encore 1 ou 2 minutes. C'est chouette de voir qu'il y a quelques personnes en ce dimanche soir. Salut Céline. À défaut de se voir en vrai. Coucou Delphine. Bon. Je vais éteindre la playlist. Du coup, ce qui m'intéresserait déjà de savoir de la part des personnes qui sont là, c'est peut-être un peu qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce live? Est-ce que la thématique vous intéresse? Est-ce qu'il y a certains aspects de cette thématique, que ce soit la partie du coup plutôt victime, plutôt bourreau ou ce qu'on appelle aussi persécuteur ou plutôt sauveur, de voir si c'est un de ces 3 aspects qui vous a donné envie de participer, si c'est plutôt pour vous, si c'est plutôt pour des personnes que vous côtoyez qui pour vous sont vraiment enfermées dans une ou plusieurs de ces catégories-là. Comme ça me permettra un petit peu d'avoir une idée de ce qui vous amène ici. N'hésitez pas à réagir pendant le live, à poser vos questions, parce que comme j'ai noté, le but c'est pas de vous faire un cours magistral, parce qu'il y a plein d'informations en ligne. Donc déjà, est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est que ce triangle? Donc on l'appelle le triangle de Karpman, tout simplement parce que c'est Dr Karpman qui a... alors c'est pas lui qui a créé le concept, mais en tout cas il a créé cette notion de triangle entre persécuteur, sauveur et victime, et donc toute la logique entre ces trois types de relations, parce que c'est ça en fait, c'est qu'en général on n'est pas victime seul avec soi-même, on n'est pas sauveur seul avec soi-même, et on n'est pas bourreau seul avec soi-même. C'est toujours, en tout cas là dans cette théorie-là, c'est par rapport à d'autres personnes. Donc voilà, est-ce que déjà vous connaissez un petit peu qu'est-ce que c'est ce triangle de Karpman, ou est-ce que vous avez envie quand même que je revienne un petit peu sur l'aspect plus théorique qui pourra peut-être vous donner, faire naître des questions en vous. Syndrome de sauveur pour moi. Ouais, ça me parle, c'est un peu ce qui m'amène ici ce soir. Parce que pour ma part, du coup, à la base, je voulais... l'idée, c'était même de faire uniquement un live sur la notion du sauveur, de la sauveuse. Et je me suis dit que ça serait dommage de commencer par ça, que peut-être ça serait bien déjà de faire un tour des 3.
des trois aspects avant de, on va dire, de peut-être venir les prendre un par un. Mais en tout cas, ce qui m'amène ici ce soir, moi, c'est principalement la partie sauveur. Alors, bien évidemment, j'ai été aussi persécuteur et victime à certains moments de ma vie. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai le sentiment que ce que je suis vraiment venue travailler ici, hein, dans cette vie-là, c'est la notion de sauveuse, de laquelle je me défais, je me suis défait, tiens, même on va dire ça comme ça, même si de temps en temps ça revient un petit peu me piquer. Coucou Marjorie, coucou Fabienne, je suis contente de vous avoir, même si c'est à distance. Donc oui, ce que je peux faire à la limite, c'est que je peux vous dire un petit peu ce qui m'amène ici, moi, ce qui m'a donné envie de parler de ces notions-là. Et donc en partant sur la notion du sauveur, puisque c'est celle que je connais le mieux, bien évidemment. Mais du coup, dans ce triangle-là, en fait, ce que Cartman dit, c'est que on est nécessairement les trois à un moment donné de sa vie. Et puis, il y a des fois où on va être un petit peu les deux, ou alors enfin, deux des trois, ou alors si on n'est pas satisfait dans le rôle qu'on joue, ben, on va en prendre un autre. Pour donner un exemple, quand on est plutôt sauveur, on va trouver du coup une victime, quelqu'un qui sent on sent qu'elle a besoin d'être aidée. Voilà, déjà de base, dans le sauveur, on va pas nécessairement s'assurer que la personne veut être aidée, on va vouloir la sauver à tout prix. Et du coup, donc on a la position de sauveur par rapport à cette personne-là, ça peut être donner des conseils, ça peut être même plus que des conseils, presque forcer la personne à faire quelque chose. Et si par exemple on ne reçoit pas en retour soit l'approbation, soit l'amour, soit des compliments, soit des remerciements, et ben du coup on peut se tourner aussi en victime parce qu'on va dire bah j'ai beaucoup donné mais au final ça sert à rien, ou moi je donne énormément et personne me rend quoi que ce soit, donc du coup on va se retrouver à être la victime. Ou alors si jamais Minette, il y a mon chat qui est en train de défoncer mes plantes. Tout va bien. Donc je disais, si jamais on n'obtient pas le retour qu'on souhaite, en fait, en tant que sauveur, on peut soit devenir la victime et donc être quelqu'un qui va beaucoup se plaindre et qui va surtout estimer que le problème vient des autres, ou alors on peut se tourner en persécuteur, c'est-à-dire que si jamais on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite, encore une fois, des remerciements, de l'amour, de l'approbation de l'autre personne, bah, on pourrait même devenir persécuteur, parce que du coup, on peut éventuellement utiliser la culpabilité pour dire à la personne, bah voilà, moi j'ai fait ça pour toi et toi tu fais pas ça pour moi. Enfin voilà, donc du coup, en fait, on peut partir de la notion de sauveur et se retrouver si la raison pour laquelle on est sauveur n'est pas validée. Du coup, on peut aussi se retrouver très facilement en victime ou devenir le persécuteur. Donc en fait, c'est pour vous donner un exemple on peut partir d'un de ceux-là et au final se retrouver dans les deux autres. Voilà. Mon chemin personnel, du coup, c'est plutôt en lien avec le sauveur. Donc, c'est ce dont je parle le plus facilement, du coup. Et je pense que ça revient vraiment, ce genre de choses-là, ça démarre quand même dans l'enfance, on va pas se mentir, ça démarre dans la place qu'on a au niveau peut-être de sa fratrie, ça démarre de est-ce qu'on a été désiré ou pas désiré par nos parents, ça démarre du type de blessures qu'on peut vivre, que ça soit des abandons, que ça soit des rejets, que ça soit le manque d'amour aussi qu'on reçoit. On va venir en fait construire par rapport à ces blessures, par rapport à ces manques, cette notion soit de persécuteur, soit de sauveur, soit de victime. Par exemple, ce qui est dit du persécuteur, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'agressivité en lui, beaucoup de colère, de frustration. Ça peut être parce qu'il a lui-même vécu avec des parents qui étaient beaucoup en colère ou des parents qui étaient très stricts, par exemple. Et du coup, il y a vraiment cette frustration de ne pas avoir certaines choses qui va en fait faire que ces frustrations-là vont venir se reporter sur les autres. Donc, il va y avoir ce besoin de dominer, que ça soit conscient ou inconscient, bien évidemment. Ce besoin de critiquer les autres, peut-être pour se valoriser parce qu'on manque d'estime de soi, la notion de harcèlement, le fait d'aller dévaloriser les gens. Donc ça, c'est vraiment plutôt la notion de persécuteur qui pourrait être donc liée à le fait que lui-même ait subi ça de ses parents ou de proches en grandissant et du coup va reporter sa colère, sa frustration, le fait qu'il ou elle n'aime pas sa vie, ou le fait que il était blessé par d'autres personnes pour du coup se dire tiens, je vais aller blesser moi-même d'autres personnes. Ça se joue beaucoup dans l'inconscient, c'est-à-dire que les gens qui sont persécuteurs, en général, ils peuvent en avoir conscience, mais globalement, c'est plutôt dans l'inconscient et ça va se traduire par leurs mots ou leurs actions. Ça va être des gens qui vont être beaucoup en colère, beaucoup
à vouloir avoir une position de pouvoir éventuellement, que ça soit hiérarchiquement parlant ou pas, mais voilà, d'instaurer cette notion de moi je suis au-dessus de toi. Il y a quand même cette notion de le persécuteur va se mettre au-dessus de la victime, que ça soit estimé que intellectuellement il est supérieur ou que physiquement il est supérieur ou voilà, enfin, ce genre de choses qui va lui donner l'impression en tout cas que lui est supérieur à la victime. Ensuite, si on passe du côté du sauveur, donc le sauveur, lui, ça va plus. Alors, encore une fois, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on se construit plutôt comme l'un ou comme l'autre, mais le sauveur, il peut y avoir la notion de manque d'amour. Soit ne pas avoir reçu assez d'amour, soit ne pas s'aimer assez soi, donc ne pas avoir beaucoup d'amour de soi, d'amour propre, et du coup d'aller constamment le chercher à l'extérieur. Donc du coup, pour être aimé de l'extérieur, qu'est-ce qu'on va faire en général? On va répondre aux attentes des gens, mais surtout on va essayer de leur faire plaisir. On va essayer de leur faire plaisir, on va essayer de les faire aller bien, comme ça quand eux ils vont bien, ils peuvent aussi nous donner de l'amour. On va faire des choses pour obtenir un merci, pour obtenir un ouais mais c'est super, j'aurais pas pu réussir sans toi. Voilà, toutes nos actions vont être tournées vers je veux avoir une gratification en retour. Encore une fois, c'est conscient ou inconscient. Dans le sauveur, il y a beaucoup cette notion de je veux sauver les autres, j'ai la capacité de sauver. Minette! Je sais pas ce qu'elle a, pardon, mais elle va mettre les plantes par terre. Donc il y a cette notion de les autres n'ont pas nécessairement demandé à être aidés, mais on estime mieux savoir que ce qui est bon pour eux. Ça fait vraiment partie du sauveur. Et il y a des fois où objectivement, peut-être oui, objectivement parlant, on sait mieux qu'eux, n'empêche que si eux n'ont pas demandé à être aidés, on leur impose notre aide, et c'est là où c'est pas ok, parce qu'ici aussi, on va se mettre en position supérieure. On va estimer que nous, on sait mieux qu'eux, que nous, on peut mieux faire qu'eux, et donc on va faire à leur place, ou on va les forcer à faire des choses qu'ils sont pas prêts à faire. Donc ce que ça fait quand on se met en position supérieure, c'est que du coup la personne est considérée comme inférieure. Il y a cette notion un peu d'infantilisation, c'est-à-dire que voilà, si on pense qu'on sait mieux que l'autre personne, quelque part on s'estime mieux qu'elle, ou en tout cas dans une position de force, et on utilise ça pour venir recevoir ce qui nous manque. Le tout, c'est qu'en général, on le reçoit pas vraiment ou pas assez. C'est-à-dire que ça soit moi, parce que du coup, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans, mais aussi beaucoup de personnes que j'accompagne, en général, les sauveurs ne reçoivent pas autant qu'ils donnent. C'est comme ça. Ça fait partie du chemin du sauveur, justement, pour qu'on comprenne qu'on est sur le chemin du sauveur et qu'il faut qu'on change ça. Donc, ça va être beaucoup des phrases du genre mais je comprends pas, moi je donne beaucoup, tout le monde va dire que cette personne a un grand cœur en général, mais je donne beaucoup, je reçois jamais, ou pourquoi c'est toujours moi, pourquoi voilà, j'ai voulu l'aider, au final j'ai rien en retour, enfin voilà, il y a cette notion de non-réciprocité qui va faire que le sauveur peut facilement se mettre en victime. Voilà pour le sauveur. Ouais, c'est plutôt ça. J'ai quand même une petite partie théorie pour revenir là-dessus, mais et ensuite, la dernière personne, c'est la victime. Donc la victime, dans tous les cas, elle est en infériorité. Que ça soit par rapport au persécuteur ou par rapport au sauveur, la victime, elle est en infériorité. Et elle va elle veut en fait, en se mettant dans ce statut de victime, attirer un sauveur pour obtenir de l'attention, pour obtenir, c'est ça, quelqu'un qui va venir nous aider, même si au final on n'est pas tout à fait prêt à sortir de ce statut de victime. Quand on est en statut de victime, ce qui est agréable, mais qui au final ne l'est pas tant que ça, c'est que au moins quelqu'un vient nous aider. C'est-à-dire que vu que la faute est toujours à l'extérieur, de toute façon, nous on mérite d'être aidés. Que ça soit de toute façon moi au travail ça va jamais, j'ai un patron qui me harcèle, qui est méchant, il est méchant avec tout le monde, mais surtout avec moi, etc. Le sauveur va adorer entendre ça parce qu'il va dire du coup peut-être que tu pourrais faire ça, ou tu pourrais faire ça, ou tu pourrais faire ça, et la victime va toujours trouver des excuses pour non je peux quand même pas faire ça, non je peux pas quitter mon travail, c'est trop compliqué, non ça se fait pas, j'ose pas. Donc c'est aussi se maintenir dans le statut de victime tout en ayant quand même envie que quelqu'un vienne nous aider. Voilà, peut-être la notion de se sentir moins seul, de sentir que qu'on a toute l'attention sur nous, c'est quelque chose que la victime va vraiment venir chercher, en tout cas de l'extérieur. La victime aussi, en général, dans sa vie, elle va être beaucoup entourée de persécuteurs, de bourreaux.
Donc quelqu'un qui a choisi de venir beaucoup travailler le statut de victime, quand on regarde leurs histoires de vie, on va se rendre compte que, bah oui, en général, elles se sont retrouvées tellement de fois face à des persécuteurs. Ça peut commencer par un parent, un frère ou une sœur, puis après on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui va attirer, je sais pas moi, des partenaires qui vont être violents physiquement ou qui vont profiter d'elle ou de lui, ou que ça soit pas nécessairement même physiquement, hein, juste violent moralement par les mots. Ils vont attirer beaucoup de personnes qui vont les dévaloriser énormément et vont en général se retrouver dans un job qui est pas du tout, mais alors pas du tout satisfaisant et dans lequel elles sont rabaissées presque tous les jours, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau de la façon dont elles sont traitées. Donc en général, quand on regarde leur histoire de vie, en effet, je veux dire objectivement parlant, oui, il y a beaucoup de persécuteurs dans leur vie. Sauf que si elles attirent ces persécuteurs-là, c'est parce qu'il y a marqué victime sur leur front, enfin dans leur champ énergétique concrètement. C'est-à-dire que c'est marqué ici que ben, c'est des victimes et qu'elles ne sont pas prêtes à sortir de ça. Alors tout ça, bien évidemment, encore une fois, on n'en a pas toujours conscience. Mais du coup, quand c'est marqué dans notre champ énergétique je suis une victime, ce que ça va faire, c'est qu'à la fois, il y a des sauveurs qui vont adorer ça et qui vont dire chouette, quelqu'un a aidé, et il y a des persécuteurs, des bourreaux, qui vont dire trop bien, je vais pouvoir venir utiliser cette victime-là pour décharger tout ce que j'ai à décharger. En gros, donc c'est très schématique, mais voilà, c'est pour dire ça. Donc la victime, en général, elle aime rester victime parce qu'elle estime que c'est un peu sa zone de confort, sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout confortable, sa zone de confort. Parce que c'est aussi des gens qui, à l'intérieur d'eux, ont envie d'une autre vie que ça. Voilà. Et c'est vraiment le but aussi de ce petit live, c'est de montrer que qu'on soit là, enfin, en fait, c'est sûr qu'il y en a, si on dit oui, je suis un sauveur, ça peut paraître être beaucoup plus, voilà, on est un peu le héros qui vient sauver les gens, sauf que pas du tout. Dans ce triangle-là, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. Au contraire, ils viennent s'entretenir les uns les autres, et c'est pour ça qu'on entretient tous et toutes des relations malsaines avec les gens qui nous entourent, voilà. Et du coup, j'ai réalisé, en tout cas dans mon chemin personnel, qu'une fois qu'on sort de ce triangle-là, il y en a un autre qui vient se créer, qui est plutôt un triangle qui nous tire vers le haut, qui tire les trois personnes vers le haut, enfin les trois types de personnes vers le haut, et que c'est ce vers quoi on doit tendre si on veut pouvoir être nous-mêmes. Parce que ce que j'ai réalisé aussi, c'est que pour moi, j'étais persuadée que j'étais comme ça. C'est-à-dire que toute ma vie, je serais une sauveuse et que c'était plus fort que moi, que je pouvais pas m'empêcher, que j'étais voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que clairement, ça fait partie de qui je suis, c'est-à-dire que il y a une partie de ça qui est vraie. Je suis beaucoup dans le don de soi, je suis beaucoup dans l'empathie. Pour autant, est-ce que je ne suis que ça? Ou est-ce qu'en fait c'est une partie de moi et en fait il y a plein d'autres parties. Donc du coup quand on arrive à réaliser ça, on arrive à se sortir de ce qu'on pensait être pour être vraiment qui on est, tout simplement. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'au lieu d'être un sauveur, au lieu d'être une sauveuse, je le vois plutôt comme je viens servir. C'est-à-dire que je suis là. Si quelqu'un a besoin de moi, du coup je lui fais savoir que je suis là. Et en général, du coup, la personne va venir vers moi parce qu'elle a envie d'être aidée. Et du coup, là, moi, je décide, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? Et je dis oui ou non. Donc, dans le sauveur, il y a aussi cette notion de poser ses limites. Donc, du coup, on peut être au service d'eux sans vouloir nécessairement sauver la personne, sauver les personnes. Donc, voilà pour faire un petit côté théorique. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans plutôt l'un, plutôt l'autre? Est-ce que ça dépend? Peut-être qu'il y a des fois où vous vous êtes senti un peu persécuteur et des fois où vous vous êtes senti victime. Et vraiment, encore ici, il n'y a pas de jugement à avoir parce qu'on a tous été les trois. Il y a des personnes qui vont beaucoup utiliser, par exemple, la culpabilisation. Utiliser la culpabilisation, c'est être un persécuteur. Même si on le fait parce qu'on a une blessure à l'intérieur et c'est cette blessure qui s'exprime, n'empêche que quelqu'un qui utilise la culpabilisation du style « Ah, mais tu viens pas manger chez nous à midi, pourtant j'avais fait ton plat préféré ». Alors ça peut être des petites choses comme ça, comme ça peut être vraiment des choses beaucoup plus importantes. Mais voilà, un persécuteur, faut pas c'est vrai que la notion de bourreau et de persécuteur, ça nous renvoie au Moyen-Âge avec la personne avec sa hache. Mais non, un bourreau, en fait, c'est vraiment juste quelqu'un qui
va se sentir supérieur aux autres et qui va déverser tout ce qu'il a à déverser sur les autres. Et ça, je pense que ça nous est plus ou moins tous et toutes arrivé. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou s'il y a peut-être des expériences de vie que vous avez vécues ou que vous vivez aujourd'hui pour lesquelles bah, vous ne savez peut-être pas comment faire, vous ne savez pas comment sortir de l'un ou de l'autre parce que c'est ça la chose difficile, c'est qu'en général on s'est construite petit à petit par rapport à cette identité. Donc d'en sortir, c'est super, super, super difficile parce qu'il y a énormément de conditionnement autour de ça. Et puis après, comme on a construit toute notre identité avec ce noyau-là, bah, du coup, il faut vraiment aller évacuer chacun des conditionnements et chacune des croyances pour pouvoir accéder à, ok, en fait, bah oui, je suis une victime, ok, je suis un sauveur, ok, je suis un persécuteur, et de faire exploser ça. Donc voilà. Les sauveurs aussi, ce que je peux noter, c'est qu'on les retrouve beaucoup dans des métiers d'aide à la personne. Alors pas tous, mais c'est quand même souvent. C'est-à-dire que si on est sauveur, en général, notre métier va aussi refléter ça. Donc moi, le plus ultime, c'était de faire de l'humanitaire. Là, c'était vraiment sauveur. Pour moi, ça fait partie, un peu comme les personnes qui travaillent dans le social en France, malgré le fait que ben, la reconnaissance est tellement minime pour le travail incroyable que ces personnes font. Et pour autant, on continue, quoi. C'est-à-dire que c'est notre devoir. Voilà, c'est vraiment le mot qui va avec le sauveur, mais c'est mon devoir, en fait, de sauver les gens. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va le faire, à la fois au travail, mais aussi bah, dans notre vie personnelle, que les gens l'aiment ou pas. Voilà. Alors, victime depuis plusieurs années. Est-ce que c'est par rapport à une personne en particulier, par rapport à un aspect de ta vie en particulier que du coup tu t'es sentie victime? Ou est-ce que... Ce qui est intéressant dans la victime aussi, c'est de voir est-ce qu'on se place en victime ou est-ce que les autres personnes nous placent en victime? Parce qu'en général, si je repars sur la victime, imaginons, je sais pas moi, on se retrouve dans une relation avec une personne, je sais pas, ça peut être pervers narcissique, manipulateur, enfin quelqu'un qui vient vraiment nous faire perdre toute estime de nous-mêmes, nous faire croire que le problème c'est nous, enfin voilà, qui utilise des moyens de manipulation pour arriver à ses fins. Donc cette personne-là, ici dans cette relation-là, elle a la notion de persécuteur, bourreau. Nous, on va se retrouver dans cette position de victime-là. Des fois, on ne réalise même pas. C'est d'autres personnes qui vont venir nous dire, mais enfin, tu te rends compte, voilà comment ils te traitent, voilà comment ils te traitent, tu peux pas rester là-dedans. Donc là, on vient nous mettre le statut de victime. Et ce que ça fait aussi, c'est que soit ces personnes-là, elles vont nous aider à en sortir, soit bah, elles vont nous maintenir là-dedans. C'est-à-dire que cette notion de oh ma pauvre, oh mon pauvre, oh là là ce qui t'arrive, oh mais ta vie elle est difficile, etc. Toutes ces choses-là, la victime elle va adorer ça parce que du coup elle est reconnue dans son statut de victime. Pour autant, ça l'entretient dedans à 100%. Donc du coup, quand on est face à une personne, enfin une personne proche de nous, qui va vraiment être à beaucoup se plaindre, on va dire, repousser toutes les solutions que vous lui proposez, c'est nécessairement du coup une personne qui est dans son statut de victime et il faut, si possible, alors on utilise de l'empathie, donc on n'est pas là pour lui dire arrête de faire ta victime, parce que ça en général ça marche pas, ça marche pour personne. Mais en tout cas, quand on voit qu'une personne est en statut de victime, il faut réussir à lui faire prendre conscience qu'elle est dans ce statut de victime-là. Et c'est la seule façon qu'on peut avoir pour l'aider à s'en sortir, sans se transformer en sauveur. Parce que du coup, si on est face à une victime, surtout si c'est une personne qu'on aime beaucoup, eh ben, on va avoir vite tendance à vouloir la sortir de sa situation, que tout aille bien, sauf que des fois, ça prend beaucoup de temps. Les gens, en général, restent dans leur statut de victime pendant très 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 longtemps avant de réaliser que ça leur convient pas, qu'ils sont pas heureux et qu'ils veulent une autre vie. Et une fois qu'ils ont pris conscience qu'ils veulent une autre vie, c'est de se dire, mince, comment je fais? Parce que j'ai toujours été une victime, j'ai pas les armes, je suis pas assez forte, enfin, toutes les choses qu'elle s'est répétées ou qu'on lui a répétées, ça va aussi être des grosses barrières pour qu'elle puisse justement faire ce changement-là. Donc en général, les victimes, c'est quand même mieux qu'elles se fassent accompagner parce que justement, il faut venir réparer ce manque de confiance, ce manque d'estime d'elle-même pour pouvoir sortir de ce statut de victime. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous amène des questions? Je vais boire un petit coup. Donc si on repart
peut-être qu'on va les prendre les trois, un par un, et puis voir un petit peu quelles questions est-ce qu'on peut se poser pour commencer à sortir de cette situation-là. Et encore une fois, c'est pas parce qu'une fois dans notre vie, on sent qu'on est la victime que du coup, on est une victime. Il y a des fois, on est une victime d'injustice. C'est-à-dire que quelqu'un va dire quelque chose qui est faux sur nous, ou il va se passer quelque chose qui est totalement injuste. Là, c'est un fait, on est la victime d'une injustice. En revanche, est-ce qu'on y reste ou pas? Ça, c'est à nous, en fait, de faire quelque chose. Donc souvent, quand on est en statut de victime, encore une fois, des fois on l'est, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait agresser dans la rue, il est une victime d'une agression. En revanche, est-ce qu'il passe toute sa vie à se répéter je suis victime de ça, du coup j'ai peur à ne plus sortir, etc. Ça, c'est un choix conscient, alors qui n'est pas évident, mais c'est un choix conscient que la personne fait. Donc du coup, on peut sortir de tous ces statuts-là uniquement si on en prend conscience, qu'on les accepte, qu'on n'en a pas honte et en général, il faut quand même se faire aider. Hein. J'avoue, moi, c'est plutôt des années quand même de travail pour enlever la sauveuse. Mais bon, donc si on reprend, si on fait un petit zoom du coup sur la notion de victime. Donc comme je vous l'ai dit, la victime, en général, elle n'a aucune conscience de sa propre valeur. Et du coup, elle va attirer à elle des personnes qui vont venir justement écraser encore plus cette estime et qu'elle a d'elle-même. Mais aussi, elle va venir attirer des gens qui vont adorer venir l'aider, l'écouter se plaindre, etc. Voilà, parce que ces personnes-là, ils trouvent leur compte aussi. Donc du coup, elle utilise ses propres blessures qui sont réelles. Hein. On n'est pas là pour nier la réalité de la blessure ou des blessures qui font que la personne est une victime. Pas du tout. Ça serait vraiment aller presque à l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut reconnaître la blessure de la victime, mais lui dire, mais maintenant on fait quoi avec ça? Est-ce que du coup, toute ta vie, tu veux avoir cette pancarte, je suis une victime, j'ai subi ça, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, voilà. Enfin, ou est-ce qu'on dit, bon ben ok, ça fait partie de mon histoire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça me définisse plus? C'est un peu ça le discours à tenir à une victime. Donc, encore une fois, peut-être qu'elle réagira positivement, elle dira bah oui, c'est vrai, ou peut-être que bah non. Et au contraire, elle sera pas contente parce que selon elle, vous ne l'aurez pas reconnue comme étant une victime. Mais vous avez posé ça là, ensuite, ça lui appartient. Donc quand nous, on est victime, quand on s'estime être victime, en tout cas, et surtout si on reste dans notre victimisation, c'est de réaliser quels sont les bénéfices que j'ai. Pourquoi est-ce que je reste une victime? Parce qu'en fait, si on reste dans une de ces trois situations, c'est que concrètement, on y gagne quelque chose. La victime va y gagner un sauveur, donc de l'attention, peut-être la sensation d'avoir de l'amour, du soutien. Le persécuteur va y gagner le fait de se sentir valorisé et supérieur à l'autre personne, et surtout il aura pu cracher son venin un peu. Et puis souvent, en fait, il arrive à obtenir ce qu'il veut, parce qu'en utilisant ces manipulations, par exemple, il va arriver à ses fins. Et le sauveur, il gagne quelque chose plus, parce que du coup, on va dire, il répond aux devoirs qu'il estime avoir. Donc du coup, il a quand même cette valorisation de je suis le sauveur. On va pas, voilà. Moi, je le vois quand je faisais de l'humanitaire et que je disais aux gens que je faisais de l'humanitaire, ou même quand je le dis que j'en ai fait. En général, c'est genre waouh, mais c'est trop bien, t'as fait ça, oh là là, dis donc. Enfin, ça a pas dû être facile. Ah bah non, parce que le sauveur, il porte tellement de choses sur ses épaules, donc du coup, c'est quand même assez valorisé dans notre société, donc bon. Il y avait quand même cette notion de ça vient nourrir notre ego, on va pas se mentir. Donc du coup, au niveau de la victime, c'est de voir, et puis même pour les trois, quels sont les bénéfices. Pourquoi est-ce que je reste en victime? Et c'est ok de se rendre compte que je reste en victime parce que j'ai peur que si jamais j'arrête de me plaindre, si jamais tout va bien dans ma vie, parce qu'il y a des fois c'est ça aussi, on va créer des choses difficiles dans notre vie parce qu'on a peur que si tout va, enfin en gros si tout va bien dans ma vie, plus personne va s'occuper de moi. Et donc quand on se rend compte de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un manque d'amour, de toute façon. Soit on n'en a pas assez reçu, soit on estime ne pas être assez entouré dans sa vie, mais en tout cas, si on est une victime juste pour avoir cette attention des autres personnes, c'est qu'il y a un manque en nous. Donc du coup, c'est d'aller trouver d'où vient ce manque, donc la cause du manque, la cause originelle, ça revient souvent à la famille quand même, à l'enfance, mais pas toujours, mais en tout cas, on va très souvent y faire un tour. Voilà, donc ça peut être un premier bénéfice.
par exemple. Je vous donne des petits exemples j'espère que c'est assez clair pour vous. Et puis, une autre question, ça pourrait être, qu'est-ce que je ferais si on s'occupait plus de moi? Parce que ce qui se passe quand on est une victime, là on reprend la notion de victime et sauveur, hein, cette relation-là, si on a toujours un filet de sécurité en dessous de nous, si on sait que bah, de toute façon ma sœur sera toujours là pour moi, bah, de toute façon telle personne sera toujours là pour moi, et s'il y a le sauveur qui court à chaque fois qu'on lui demande de l'aide, bah, du coup on a toujours un filet de sécurité, et en fait bah, on tombe jamais vraiment. Donc on est toujours bancal, on tombe pas, mais du coup on se relève pas. Le jour où on se retrouve vraiment tout seul, ou qu'on réalise vraiment qu'on veut plus être une victime et que du coup bah, on écarte les persécuteurs et les sauveurs de notre vie, c'est là où éventuellement on peut trouver l'impulsion de dire ok maintenant je veux plus être une victime, donc voilà ce que je veux pour ma vie, voilà ce qui m'est ouvert, enfin voilà les opportunités que je peux avoir. Donc du coup c'est cette question là, c'est de se dire bah, si jamais j'étais plus la victime, qu'est-ce que je ferais dans ma vie, voilà. Et en général, dans l'immense majorité des cas, bah, on se sortirait les doigts. C'est un peu ça. C'est un peu trash de dire comme ça, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand on n'a plus personne pour venir nous aider, bah on trouve les ressources en nous. C'est ça aussi, on se responsabilise. On va pas toujours dire, ben, c'est la faute de telle personne. Ouais, mais mon enfance a été difficile. Ouais, mais mon patron est comme ça. Ouais, mais j'ai eu que des relations comme ça. Et donc, du coup, on se responsabilise et on reprend notre pouvoir, en fait, en faisant ça, tout simplement. Il y a aussi un peu de voir qu'est-ce que je risque à me responsabiliser, qu'est-ce que je risque à plus être une victime. Et là, ça revient un peu à la première question, c'est ben je risque de me retrouver tout seul. Et en général, dans la victime, il y a cette notion, cette peur de la solitude, cette peur ouais, bah, déjà de pas être aimé, de pas être accompagné, mais il y a beaucoup la peur de la solitude, je pense. La peur peut-être aussi, peut-être un peu de l'abandon, de la solitude. C'est ce qui me vient en premier là comme ça. Donc voilà, ça peut être un petit peu les questions. Ensuite, comment sortir de ce rôle de la victime? Ben, la première chose, c'est arrêter d'attendre que les autres agissent à votre place. Parce qu'en fait, on ne rend pas du tout service à quelqu'un quand on lui fait à sa place. C'est un peu cette notion de si vous ramenez du poisson à la personne tous les jours, ben c'est bien, elle va être nourrie, mais si vous lui apprenez à pêcher, bah du coup vous lui apprenez quelque chose qu'elle va pouvoir réutiliser elle-même toute seule pour sa vie. Donc c'est rendre leur pouvoir aux gens et du coup là reprendre son pouvoir. Donc ne pas attendre que les autres agissent à notre place, ça c'est la première chose. Il y a aussi une autre notion qui est super importante en tant que victime, c'est ne pas attendre que les autres changent. Si jamais il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes dit, vous avez essayé de changer une personne, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour changer une personne, c'est déjà de base qu'il y avait ce statut un peu d'infériorité. Et du coup, si on part du principe que ouais, mais la personne n'est pas bien, voilà, la personne n'est pas bien et du coup c'est ma faute pardon, je me suis perdue dans mes mots. C'est parce que lui agit comme ça que moi ça va pas, donc toujours attendre que le changement vienne de l'autre. Par exemple, si bah, c'est mon patron qui est un persécuteur, et ben concrètement, si j'attends tous les jours, si je vais au boulot tous les jours et j'espère qu'il change, en fait ça arrivera jamais. Donc c'est soit nous on change en nous, on arrête d'être la victime. Ça peut être aussi je change de job, hein, concrètement. Il y a des fois, c'est ok aussi de partir d'une relation qui est compliquée. Ouais, c'est soit on fait ça, soit on espère toujours que l'autre change et auquel cas on restera toujours la victime. Parce que l'autre personne ne changera pas, sauf si elle a envie de changer et sauf si elle estime qu'elle a quelque chose à gagner à changer. Donc soit vous arrivez à lui faire prendre conscience de ce qu'elle a gagné à changer, soit sinon c'est à vous d'enlever en fait cette relation entre votre boss, par exemple le persécuteur, et vous en tant que victime. Donc il y a ça, et puis encore une fois la victime, je pense qu'il y a beaucoup besoin d'accompagnement. Donc pas d'aller chercher un sauveur, parce que c'est ça aussi, c'est que du coup le but c'est pas d'enlever le rôle de sauveur à quelqu'un de notre famille, mais d'aller le donner à un thérapeute, hein. C'est vraiment, et normalement si vous trouvez un bon thérapeute, il vous le dira, un thérapeute n'est pas là pour vous sauver. Donc du coup, c'est plutôt de trouver quelqu'un qui va venir, alors peut-être vous écouter déjà, parce que c'est important aussi de libérer sa voix, mais aussi venir chercher plus profond les blessures de pourquoi est-ce que vous êtes mis dans cette situation de victime, qu'est-ce qui fait que vous y restez, et vous donner les outils surtout. Donc ça serait aussi beaucoup
tout ce qui est travail de coach. Donc coach, c'est un mot qui veut tout et rien dire, mais de trouver quelqu'un, donc un type de coaching qui vous parle et quelqu'un qui va vous rendre votre pouvoir, justement, vous donner les outils pour que vous puissiez et ben, tout simplement ne plus être une victime, reprendre votre pouvoir, vous responsabiliser aussi, et puis sortir de ce triangle-là. Voilà. Alors, je vais juste regarder un peu. Tchouk, tchouk, tchouk. Sortir de ce statut de sauveur, du coup je vais en parler. Est-ce que tu penses que dans une même relation, un persécuteur peut devenir victime? Bah oui, je pense. En fait, vraiment, dans une même situation, on peut même mettre les trois, hein, mais si tu as envie de donner un exemple un peu plus précis, pour que je puisse te répondre peut-être de façon plus approfondie, n'hésite pas. Mais oui, pourquoi pas. Ouais, ouais. Je pense c'est moins facile de passer du persécuteur à la victime. Ça dépend en fait si du coup la victime devient qui? La victime devient persécuteur. Enfin, c'est le fait d'échanger ou pas. Il y a beaucoup de relations qui sont totalement malsaines en fait, hein. Alors là, j'ai parlé de relations amoureuses, mais pas que, hein. C'est-à-dire que un jour, on va critiquer l'autre parce qu'il agit d'une certaine façon, mais nous, on va utiliser peut-être les faiblesses de l'autre qu'on connaît très bien pour venir appuyer sur ses propres faiblesses, etc. Et du coup, ben, chacun vient utiliser ce qui sait sur l'autre et vient utiliser les blessures de l'autre pour passer du statut de persécuteur à victime. Je sais pas si c'est ça que tu sous-entendais, mais du coup, dans ce cas-là, totalement, ouais. Ah bah bravo la végane, oui c'est vrai. Faudrait que je trouve un autre exemple. Vous pouvez donner des habits à quelqu'un, mais apprenez-lui à coudre et comme ça, la personne pourra se faire ses habits elle-même. J'avoue que c'est une expression très ancienne, mais bref, je n'apprendrai à personne à pêcher, si ça peut te rassurer. Euh, alors, zoom sur le sauveur et la sauveuse. Du coup, c'est celui et celle que je connais le plus, puisque bah, ça a été mon chemin de vie, en tout cas jusqu'ici. Ça a commencé par, je pense, la place que j'avais dans ma famille et puis la responsabilité que je me suis mise très rapidement d'avoir à sauver ma sœur, mes parents, enfin en fait un peu tout le monde. Voilà, c'est venu depuis vraiment la toute petite enfance. Et puis après, ça s'est concrétisé. Le premier job que je voulais faire, c'était procureur de la République parce que pour moi, la blessure la plus profonde, c'est vraiment l'injustice. Donc, du coup, ma sauveuse s'est construite par rapport à la notion d'injustice, qui vient aussi de l'enfance, bien évidemment. Et du coup, ben, dès qu'il y a quelque chose de pas juste, il faut que j'aille sauver, il faut que je mette ma cape de superwoman et que j'aille aider la personne à tout prix, qu'elle me l'ait demandé ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas très longtemps, hein, mais voilà. Et puis après, bah, c'est venu par l'humanitaire. Donc là, c'était vraiment le fait, enfin, c'était un don de soi, mais ultime, parce que du coup, il y avait plus de vie, j'avais plus de vie, j'étais à l'autre bout du monde, donc loin de toute ma famille. Bref, les leçons de vie ont fait que, au final, je suis revenue en France pour faire du Reiki. Et j'avais déjà pris conscience de cette notion de sauveuse. Donc je me disais, bah non, je veux pas être la sauveuse, etc. Le fait est que quand on est thérapeute, la ligne, elle est quand même, ou accompagnateur, je dirais même, hein, la ligne, elle est quand même, elle est quand même assez faible. Et du coup, on peut passer de l'un à l'autre sans vraiment s'en rendre compte. Et pareil, hein, ça a pris du temps, ça a pris tout ce travail d'aller guérir tout ce qui est lié à manque d'amour de soi, donc le travail sur l'amour de soi, le travail sur je ne suis pas là pour sauver ma famille, je suis pas là pour sauver mes parents, donc du coup de rendre leur pouvoir aux gens, de reprendre son pouvoir, ça c'est partie aussi du chemin de la sauveuse. Et ensuite c'est de trouver aussi ben, quels sont mes bénéfices. Et c'est un peu la même question que pour la victime, c'est de dire ben, qu'est-ce que j'y gagne à être la sauveuse. Et ce que j'y gagnais beaucoup, c'était la reconnaissance. Parce que pour moi, si je ne venais pas en aide à quelqu'un, bah, je faillissais à mon devoir. Faillissais, oui, je crois que ça se dit. Bref. Et donc, du coup, bah, c'était même plus fort que moi. Donc, j'avais pas le choix. Pour moi, j'avais pas le choix. Ça faisait partie de qui j'étais. Et si je faisais pas ça, bah, du coup, je savais plus qui j'étais. Comme j'avais construit toute ma personnalité autour de ce statut de sauveuse, ben, si je viens pas en aide à quelqu'un, du coup, je suis égoïste, je suis pas une bonne personne, voilà. Donc, comme j'avais pas envie de me sentir comme ça, je suppose que j'ai continué aussi dans cette voie-là. Et voilà, donc ça c'est pour refaire un petit peu le côté personnel. En fait, dans la sauveuse, ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est donc il y a déjà cette notion de pourquoi est-ce que je le fais.
voilà, qui est intéressante à aller le chercher. Est-ce que ça vient de ma famille? Est-ce que ça vient de... Est-ce qu'il y a encore des trucs que j'essaie de régler dans ma famille et comme j'arrive pas à les régler, bah du coup, je vais essayer d'aider d'autres personnes à régler leurs propres problèmes. Donc il peut y avoir aussi la notion de fuite, hein, donc on va sauver d'autres personnes parce qu'on n'arrive pas à sauver les gens qui sont importants pour nous. Ça peut être on va sauver d'autres personnes parce que nous-mêmes, bah, on n'arrive pas à nous sauver nous, hein, ça c'est clair. Donc il peut y avoir la notion de fuite. Et dans l'humanitaire, il y a ça aussi, hein, beaucoup de gens qui font de l'humanitaire, en général, enfin, quand je parlais avec mes collègues, il y en a beaucoup qui, du coup, avaient des histoires familiales très compliquées, et du coup, c'est plus simple d'aller aider d'autres personnes que de travailler sur soi. Voilà, donc il y a ça aussi, il y a toute la notion de... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapeutes, hein, qui vont être d'excellents thérapeutes, et pour autant, aller travailler sur eux, ils le font presque pas. Donc après, encore une fois, chacun a son chemin de vie, hein, mais du coup, ça c'est très courant, en tout cas je le sais. Donc c'est plus facile d'aider d'autres personnes, de dire des belles choses, mais alors les appliquer à soi, ça c'est autre chose. Donc ça peut être intéressant aussi pour le sauveur de regarder est-ce que j'applique ce que je prêche, que ça soit dans les soins que je donne ou que ça soit au quotidien. C'est-à-dire que bah là justement, ma grande sœur a posté quelque chose, enfin un article il y a pas très longtemps, là, je crois juste avant le live, où dans lequel elle met, ben voilà, je disais toujours à mes patients, prenez soin de vous, je dis à toutes mes amies, prenez soin de vous, et je réalise qu'en fait, prendre soin de moi, c'était compliqué, voilà. Et c'est exactement ce que j'ai vécu aussi, on le retrouve beaucoup dans La Sauveuse, c'est quelqu'un qui va avoir du mal, énormément de mal, à prendre du temps pour elle parce qu'il y a la culpabilité qui s'installe si jamais bah, elle prend du temps juste pour elle et que du coup elle fait pas, voilà, elle fait pas attention aux autres ou voilà. Donc il y a ça. Ensuite, en autre question qu'on peut se poser quand on est sauveur, c'est de voir est-ce que la personne a demandé à être aidée, tout simplement. Donc si quelqu'un vient vous voir en soins, si vous êtes thérapeute ou accompagnateur, en général oui. Mais est-ce qu'elle vient en vous disant s'il te plaît guéris-moi ou est-ce qu'elle vient en disant j'ai envie de comprendre pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est à nous de mettre les choses au clair de je ne suis pas là pour vous sauver. Voilà, déjà ça c'est quelque chose qui est intéressant, mais pareil au niveau amical, c'est-à-dire que quelqu'un vient vous raconter ses problèmes, c'est de lui dire ok, est-ce que tu as besoin de mes conseils, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, sans tout de suite lui dire ok j'arrive, parce qu'en lui disant ok j'arrive concrètement bah, on lui donne même pas l'opportunité de nous demander de l'aide et de se rendre compte est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle vienne ou est-ce que là ce soir j'ai besoin juste de pleurer dans mon lit toute seule sans avoir quelqu'un qui vient tout de suite me prendre dans ses bras. Peut-être que des fois on a besoin de tomber bas aussi pour pouvoir se relever. Donc ça c'est important de voir est-ce que la personne m'a demandé de l'aide. Ensuite, une autre question, c'est est-ce que moi j'ai le temps, l'énergie et l'envie d'aider cette personne? Parce que je me suis retrouvée à aider énormément de gens sans en avoir vraiment l'envie, juste parce que pour moi c'était mon devoir. Et là, c'est pas ok. Donc c'est ok pour l'autre personne, c'est-à-dire que l'autre personne, bah tant mieux, elle va obtenir votre aide, elle va être contente, mais vous serez pas respecté. Voilà. Donc il y a la notion de poser ses limites énormément. Et ça peut commencer par des toutes petites choses. Ça peut être je pose mes limites dans le je dis oui, je dis non. Et puis petit à petit, ben, de réussir à poser ses limites quand quelqu'un nous demande de l'aide et que c'est pas ok pour nous. Voilà. La question, bah, tiens, si je viens pas apporter de l'aide à cette personne, qu'est-ce qui va arriver? Et si en effet vous estimez qu'il peut arriver quelque chose de grave, par exemple la personne, je sais pas, elle a des pensées suicidaires ou autre, bah la laissez pas toute seule, hein, on va pas non plus tomber dans des extrêmes. En revanche, en général, si vous venez pas aider la personne, si vous accourez pas, ben peut-être que la personne, vous lui laissez l'espace et l'opportunité de faire elle-même. Voilà, donc ça c'est aussi important. Donc demandez si la personne a besoin d'aide. Vérifier si c'est ok avec nous, combien de temps j'ai accordé à la personne, c'est ça. Il peut y avoir aussi s'assurer qu'il y a un genre de contrepartie. Parce que aussi quand on est face à quelqu'un et que du coup on a le statut de sauveur et qu'elle a la statut de victime, si on veut s'assurer qu'il n'y ait pas cette notion de supériorité qui peut s'installer dans ces relations-là, qu'il y ait une contrepartie, parce que comme ça la victime n'est plus victime en fait, juste, alors ça peut être une contrepartie financière si vous êtes thérapeute, donc ça marche comme ça, hein, mais aussi amicalement parlant, vous rendez un service, ben il peut y avoir le besoin pour la personne, pour qu'elle ne se sente pas en tant que victime ou inférieure à vous, de vous dire ok, bah, du coup moi je vais faire ça pour toi. Ça peut être aussi important. Alors ça se manifeste pas dans toutes les relations, dans toutes les situations, mais en tout cas ça peut être à envisager aussi. Voilà.
Et ensuite, pour ce qui est du persécuteur, donc du bourreau, là, c'est vraiment quelqu'un qui va projeter sa propre souffrance sur la personne qui est en face d'elle, qu'il va considérer comme du coup inférieure, même si elle ne l'est pas du tout. Mais du coup, ça va vraiment être ça. Sa colère, sa frustration, ses blessures vont s'exprimer par ses mots et ses actions qui vont être plutôt dévalorisants pour l'autre personne. Et ça, encore une fois, ça peut être des petites choses comme de la petite manipulation, de la petite culpabilisation, comme des choses beaucoup plus graves et importantes. Dans tous les cas, on a toujours, au moins une fois dans sa vie, été dans cette situation-là. Et il y a beaucoup de gens autour de nous qui vont être dans cette situation-là face à un bourreau ou un persécuteur. Voilà, donc du coup, de savoir un peu ce qu'il en est, ça peut nous permettre aussi de mieux les conseiller, si elles demandent à être conseillées. Donc si jamais on se rend compte qu'on est le persécuteur par rapport à une personne, par rapport à une situation, c'est pareil de voir quels sont mes bénéfices, qu'est-ce que j'en tire en fait d'être ce persécuteur, d'être ce bourreau. Alors ça va être plus difficile pour un bourreau de se remettre en cause en général, parce que y a des raisons pour lesquelles il est dans cette situation-là de bourreau. Et du coup, surtout s'il y a beaucoup de colère, de frustration, et voilà, ça peut être plus difficile pour un bourreau de se remettre en cause. Mais bon, quels sont mes bénéfices à être le bourreau? Qu'est-ce que je gagne? Ben, peut-être que ça peut être la reconnaissance parce que voilà, dans les métiers, dans le métier dans lequel je suis, si on montre les gros muscles, en gros, on est reconnu. Donc du coup, je continue à traiter mes collègues comme des moins que rien parce que du coup, je suis valorisée par peut-être mes chefs. Il peut y avoir ça. Bénéfice secondaire, ça peut être du coup, j'obtiens toujours ce que je veux. Et moi, dans la vie, j'obtiens toujours ce que je veux. Ça, c'est voilà, quelqu'un qui a ce motto-là dans la vie, il peut y avoir une petite tendance potentielle à persécuteur bourreau. Donc, quels sont les bénéfices? Et puis, du coup, après, ça serait vraiment aussi une remise en cause de dire, tous les reproches, tout ce que je dis aux autres personnes, qu'est-ce que ça vient révéler de moi? Et encore une fois, on va venir essayer de trouver la blessure qui est en dessous. Parce que s'il n'y a pas de blessure, si on n'avait pas de blessure, on serait ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Donc d'aller chercher quelle est la blessure qui est en dessous. Il y a beaucoup la notion de perfection. La perfection, ça se retrouve beaucoup chez le persécuteur, aussi chez le sauveur. Euh, donc du coup, c'est si je suis pas parfait, donc il va y avoir beaucoup de notions de contrôle chez le persécuteur. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui va m'arriver? Si je ne gagne pas cette promotion, si je n'obtiens pas ce job, si j'obtiens pas ce que je veux, qu'est-ce que ça fait de moi? Et ça peut être une peur d'être vu comme quelqu'un de faible, ça peut être une peur de si moi je marche pas sur les autres vont marcher sur moi. Si on a peut-être été éduqué comme ça peut être aussi une des raisons de pourquoi est-ce qu'on est un peu un combattant, on va dire ça comme ça. Donc voilà, cette notion de perfection. Et puis, il y a tout un travail à faire sur le fait de lâcher le contrôle, lâcher la perfection et aller comprendre sa blessure profonde, ces blessures profondes qui font que, les conditionnements aussi du coup, qui font que on estime que si on n'est pas persécuteur ni bourreau, on n'est rien. Voilà, comme si c'est ça qui nous définissait et qu'une fois qu'on enlève ça, c'est un peu, il n'y a plus rien. Donc ça fait déjà un petit moment que je parle. Si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas parce que le live coupe à 1 heure, donc il reste en gros 12 minutes. Je vais voir s'il y a d'autres trucs, mais je crois pas. Non. L'autre chose que j'ai vue, du coup, en faisant mes petites recherches, c'est qu'il y avait aussi un triangle vertueux. C'est-à-dire que la victime va avouer sa vulnérabilité, va prendre ses responsabilités, va reprendre son pouvoir et du coup, elle accepte en fait. Elle accepte sa vulnérabilité, elle va essayer d'en faire une force et du coup, ça devient un créateur. C'est-à-dire qu'une victime qui enfin enlève sa cape de victime, sa cape, on va dire c'est plutôt le sauveur, bref, son masque de victime, c'est quelqu'un pour qui tout est possible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on n'est plus la victime, il y a on ouvre une porte de possibilités, mais de fou, sur le type de vie qu'on veut avoir, le type de personne qu'on veut attirer, le type de personne qu'on est nous-mêmes. Donc vraiment, c'est l'ouverture de fou. Donc si vous sentez que vous êtes enfermé dans votre vie, que vous n'arrivez pas du tout à sortir de certains schémas, c'est en général que vous avez un statut de victime. Voilà. Il n'est pas très glorieux dit comme ça, mais en fait, si vous ne le reconnaissez pas, vous ne pourrez pas en sortir. Et dès que vous l'aurez reconnu, et que vous serez allé travailler dessus, vraiment, il y a tellement de portes qui vont s'ouvrir que ça en vaudra vraiment la peine. Alors ensuite, le bourreau et le persécuteur, du coup, eux,
dans ce triangle vertueux, ça devient les challengers. Donc, c'est des gens qui vont réussir à trouver les faiblesses chez l'autre personne ou les choses, les points potentiels d'amélioration chez l'autre personne, voilà, et qui va lui dire d'une façon constructive, avec empathie, bienveillance, etc. Et là, du coup, bah, c'est pareil, ça devient un challenger et on en a besoin de challengers dans nos vies parce que c'est ceux qui vont venir ben, nous permettre d'évoluer en tant que personne. Donc du coup, le bourreau pourrait avoir on va dire cette position-là de venir nous aider à transcender certaines choses et à être constructif. Voilà, c'est être constructif dans la façon dont il parle, dans les reproches qu'il peut faire, et bien évidemment avec le ton qu'il faut. Donc tout ce qui est communication non violente, ça serait juste génial. Voilà. Et ensuite, le sauveur devient plutôt le côté coach, accompagnant, qui va proposer son aide, donc qui est disponible et qui va le dire en fait, bah voilà, je suis disponible pour vous, pour toi, etc. Si tu veux, bah je suis là. Voilà. Mais je suis pas disponible tout le temps. Je ne suis pas cette phrase de je suis à ta disponibilité. Non, c'est je suis disponible, je suis là. Pas tout le temps quand moi je le décide avec mes horaires, etc. Mais je suis disponible. Voilà. Donc du coup, ça devient vraiment un triangle vertueux. Voilà, parce qu'on peut sortir une fois que chacun sort de ces masques et de ces façons d'agir et de penser d'avant, ben c'est là où du coup on vient tous s'entraider et on vient tous s'élever. On vient pas s'élever en étant au-dessus de l'autre, en l'écrasant ou en le forçant à s'élever alors qu'il n'a pas envie de s'élever. Peut-on être aucun des trois? Oui. Alors on n'est aucun des trois si on a réussi à transcender tout ça. C'est rare. En fait, c'est rare. Ça dépend si tu as travaillé sur toi ou pas. Ça dépend de ton chemin de vie. Ça dépend de plein de choses. On n'a pas tous choisi de venir s'incarner pour être 100% la victime, 100% le bourreau. Mais tu peux vivre une vie plutôt apaisée par rapport à ce triangle-là et qu'une fois de temps en temps, bah, tu te retrouves par exemple en victime. Parce que, ben, je sais pas, tout se passait plutôt bien et là, d'un coup, on t'accuse d'un truc que t'as pas fait. Bon, bah là, t'es victime. Mais est-ce que t'y restes ou pas? C'est là la question. C'est ok d'être un sauveur de temps en temps, mais de se rendre compte rapidement de attends, là en fait la personne m'a pas demandé son aide, ok, je passe à la notion de coach, d'accompagnant plutôt. Mais voilà, en tout cas dans la société dans laquelle on est, clairement l'immense majorité est encore dans ce triangle-là, parce que sinon les relations humaines seraient beaucoup plus saines. Et en tout cas de mon expérience, hein, de ce que j'entends, que ce soit mes proches, mais que ce soit aussi tous les gens que j'accompagne, bah c'est rare. C'est rare les relations humaines qui sont saines, que ça soit au travail, que ça soit voilà, avec des gens qu'on croise dans la rue ou avec nos proches. Il y a souvent des rapports de force. Donc là, c'est un type de rapport de force, hein, ce triangle-là. Il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, ouais. Donc dans l'idéal, on travaille pour venir bah, faire bouger ce triangle. Voilà. Soit recréer un triangle qui est vertueux, et du coup, bah, on s'entraide tous. Soit sinon, bah, ça maintient en fait des relations inégalitaires, puisque bah, comme vous l'avez vu, il y a toujours cette notion de qui domine, même si ça peut switcher de l'un à l'autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions? Est-ce que j'ai répondu à peu près à vos questions sur ce triangle Karpman ou pas déjà? Est-ce que ça vous donne au moins un aperçu de ce que c'est? En fait, le but, c'est vraiment maintenant d'observer. C'est-à-dire que, en général, on est à fond dans le truc. Donc, du coup, on se rend pas compte qu'on est victime, on se rend pas compte qu'on est sauveur. Moi, je m'en suis pas du tout rendu compte. Enfin, c'est des choses qu'on fait beaucoup inconsciemment. La chose maintenant, c'est de se dire, ben tiens, je vais observer. Bah oui, là, clairement, j'agis en victime. Bah oui, là, clairement, j'ai tenté de sauver la personne. Bah là, j'ai utilisé ma manipulation pour obtenir ce que je voulais. Voilà. Et de dire, ben ça me convient ou ça me convient pas. Et si ça me convient pas, de modifier ça. Et celui d'avec les parents, bon, bah tant mieux. Tant mieux si ça te permet de voir ça un petit peu plus clair. Après, n'hésitez pas à poser vos questions, même après coup, hein, s'il y a des choses qui vous viennent. Je pense que j'en ferai un principalement sur la sauveuse, tout simplement parce que c'est aussi celui que je connais plus. Mais veux-tu dire que dans toutes nos relations, nous sommes victimes, bourreaux, sauveurs? Non, pas dans toutes nos relations. Non, non. Encore une fois, si moi, vu que je me suis... Je pense vraiment que la notion de venir transcender la sauveuse, ça faisait partie d'une de mes plus grosses leçons de vie. Donc du coup, je l'étais dans presque toutes mes relations. Mais à des degrés différents, bien évidemment. Mais sinon, pour beaucoup de personnes... Puis il y a des gens qui vont être 100% victimes. Et je suis sûre que vous en connaissez. Il y a des gens, c'est des victimes de leur vie. Il n'y a jamais rien qui ira, mais en même temps, elles n'arrivent pas à sortir de certaines situations, elles les attirent à elles, etc. Il y a des gens que vous connaissez sûrement,
Eux, c'est des bourreaux. Ils sont là pour être au-dessus et voilà, et décharger ce qu'ils ont besoin de décharger. Puis l'immense majorité des gens, ben, ça peut vaciller ou on peut être un petit peu victime, mais on arrive à s'en sortir. Donc voilà. Et puis il y a des gens pour qui c'est pas du tout le job de cette vie-ci, et du coup ils vont quasiment jamais se retrouver de façon très intense dans l'un ou l'autre. Voilà. Mais non, dans l'idéal, on arrive à n'être aucun de ces trois-là. Mais ça arrive souvent, voilà. Ou même, ne serait-ce que pour nous tester, hein, moi du coup, j'estime avoir enfin réussi à enlever cette notion de sauveuse, mais de temps en temps, ça vient me piquer. Voilà. Euh, et ouais, on n'est pas dans toutes nos relations comme ça. Mais beaucoup de relations le sont. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, y a rien qu'à voir voilà, le type de monde dans lequel on vit, hein. Il y a beaucoup cette notion de pouvoir, de à qui on donne notre pouvoir, à qui, voilà, de reprendre notre pouvoir et du pouvoir qu'on a sur les autres, du pouvoir un peu, le côté masculin, des énergies masculines malsaines, du pouvoir, prendre le pouvoir de quelqu'un pour se valoriser. Voilà. Donc du coup, ça c'est tout le monde dans lequel on vit qui est en train de se transmuter, qui est en train de changer doucement, hein, pour aller plutôt vers une société où on se tire vers le haut. Mais bon, il y a encore un petit peu de boulot, hein. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il reste à peu près 5 minutes, donc n'hésitez pas. Parce que j'ai beaucoup parlé. Ça ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Top, merci. Ouais, la chose la plus importante, c'est d'observer. Est-ce que dans telle ou telle relation, est-ce que je suis dans une de ces trois catégories? Et encore une fois, sans se juger, d'observer si oui ou non on l'est, et si on l'est, bah, de comment modifier ça. C'est vraiment ce que je pourrais vous recommander. Ou alors de vous rendre compte, bah, si une personne de votre entourage qui est toujours là à faire ça, il y a beaucoup de gens en fait qui sont venus pour sauver aussi, hein, concrètement, ou pour être les victimes. Et donc des fois, c'est pas vous, mais en fait, en ayant ces compétences-là, enfin cette observation-là, vous pouvez aussi le faire pour les autres et donc les aider à transcender aussi ce statut dans lequel ils sont. Voilà. Donc encore une fois, le but c'est de s'élever les uns les autres. Hop. Alors n'hésitez pas, je crois qu'il reste encore 3 minutes. En tout cas, merci d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que ça vous aura appris quelques trucs. Et n'hésitez pas donc à m'envoyer des messages ou des questions si ça a réveillé des questions après. Est-ce que je peux enregistrer la vidéo? Alors, de sûr, ça va être pendant 24 heures. Je vais essayer de l'enregistrer, comme ça je pourrai la mettre aussi sur YouTube. Voilà. Ça l'a fait sortir de ton... Alors, est-ce qu'en sortant de ma position de victime face à mon boss, ça l'a fait sortir de son rôle de bourreau? Oui, tout à fait. Par rapport à toi. Ça ne veut pas dire que ça le fera sortir par rapport à d'autres personnes, mais tout à fait. À partir du moment où tu coupes le lien, que ça soit victime-sauveur ou persécuteur-victime, de toute façon, ça libère aussi l'autre personne. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être avec d'autres personnes, mais plus on va couper les liens comme ça, plus ben, la personne en face de nous, ben, en fait, on lui enlève la possibilité d'être ce bourreau-là. Donc, du coup, ça la libère aussi. Et des fois, ça peut vraiment changer leur vie, hein, aussi, totalement. Mais bon, ça leur appartient à eux. Ah bon, on peut pas transcender les autres. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se transcender soi. Là, vraiment, le but de sortir de ce triangle-là, c'est pour soi qu'on le fait. Et quand on vient transcender ben, ce que nous, on a à transcender, les autres vont agir d'une autre façon. C'est-à-dire que depuis que je suis plus la sauveuse, ben, c'est pareil, j'ai enlevé ce lien de sauveuse avec les autres et donc mes relations sont modifiées, j'attire plus le même type de personnes, le même type de patients qui viennent me voir. Donc du coup, mais ça c'est clair qu'on ne pourra pas transcender les autres. On peut leur donner des pistes, mais après tout ça, ça leur appartient. Donc ouais, c'est pas évident, mais c'est vraiment d'abord un travail qu'on fait pour soi. Ok. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Donc oui, je vais essayer d'enregistrer la vidéo. C'est pas toujours évident à faire, mais voilà, je vais m'arranger pour le faire et ça sera je la mettrai sur YouTube sans problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse encore 1 minute, mais sinon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis pour les personnes qui verront ça en replay aussi,
N'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent, comme vous n'avez pas pu les poser en direct. Ce sera toujours un plaisir que d'y répondre. Et de le faire peut-être en public, comme ça, moi, quand j'y réponds, ça peut peut-être aider d'autres personnes à avancer sur leur chemin. Ok, bon. Eh ben, je vous dis bonne nuit, du coup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Et voilà, ben, je vous souhaite de pouvoir transcender ce triangle-là parce que vraiment, il y a une libération qui s'en sort pour nous et pour toutes les personnes autour de nous aussi qui est vraiment non négligeable. Donc, voilà, merci. Oh, merci Aurélie, c'est gentil. Bonne soirée à vous tous. À bientôt.